sommes en présence de M. Michel Lepage. On pourrait le qualifier de père du marais provencher. Il a été là au tout début et il continue toujours à être présent. La première question qu'on pose à chacun de nos invités, c'est d'où est venue cette passion pour la nature, pour les oiseaux? Pour la nature, pour les oiseaux, c'est qu'au collège de Lévis, où j'étais étudiant, j'étais à peu près en méthode à l'époque, il y avait un petit club de sciences naturelles qui s'est formé. Et puis, j'avais participé à une première excursion l'automne et on avait vu une dizaine d'espèces d'oiseaux. Puis moi, j'avais été ébahi parce que je connaissais juste les grosses corneilles, les petites corneilles puis les goélands. Fait que là, la piqûre m'a pris à partir de ce moment-là. Et par la suite, est-ce que tu as continué à faire de l'ornithologie ou si ça... Oui, dans le club de sciences naturelles au collège, j'ai fait de l'ornithologie pendant quelques années. Puis j'avais à l'époque une bonne oreille, puis on avait vraiment fait des belles observations. Et après ça, ça m'a amené à choisir la biologie comme profession. Puis j'ai travaillé comme biologiste pour le ministère de loisirs, de la chasse et de la pêche pendant toute ma carrière. Donc, l'influence jeune a fait que ça l'a dirigé toute ta vie, dans le fond, là. Oui, effectivement. Grâce à quelques personnes au départ, qui ont su allumer la flamme, comme on dit, là. Ta venue au marais provencher, elle débute à quel moment? En fait, ça a drôlement commencé. Moi, je connaissais la Société Provencher depuis plusieurs années, depuis que j'avais à peu près une vingtaine d'années. Et à un moment donné, le président à l'époque, J.C. Raymond Rioux, m'avait demandé de les aider à essayer de voir s'il n'y a pas moyen de restaurer un étang qu'il y avait sur l'île aux Basques, dans le Bas-Saint-Laurent. Fait que, je me suis impliqué dans ce projet-là, puis là, j'avais mis le doigt dans le tordeur. Tranquillement, j'ai été amené à travailler sur d'autres dossiers. Là, je suis rentré membre du conseil d'administration de la Provencher. Et M. Rioux, qui était un président visionnaire, il voyait que la Société Provencher était trop... nos territoires étaient plus dans le Bas-Saint-Laurent. Il voulait avoir quelque chose dans la région de Québec pour permettre aux membres de Québec d'avoir des activités plus régulières à l'extérieur. Et puis, il y a une opportunité qui s'est présentée en 1995. C'était de devenir propriétaire de ce territoire-là ici. Et devenir propriétaire, c'était quoi, des agriculteurs qui étaient propriétaires à ce moment-là? De quelle façon vous êtes... Là, c'est une longue histoire. Ça commence dans les années 60. Dans les années 60, ici, c'était de l'agriculture traditionnelle, plusieurs petits propriétaires avec des fermes, surtout laitières. Et est arrivé dans le décor la raffinerie d'huile du Québec. La raffinerie d'huile du Québec avait un gros projet de construction de raffinerie et d'un port en eau profonde. Et ils ont acheté à peu près l'équivalent de ce qu'est le territoire du marais provencher actuellement. OK. Et pour des raisons que j'ignore, le projet est demeuré lettre morte. Et pendant de 67 jusque dans les années 80, fin des années 90, là, le territoire est resté en friche. Au-dessus de 20 ans, là, sans qu'il se Il passe n'y avait rien. absolument rien. Et puis, il y a un chasseur de canards, parce qu'à l'époque, il faut dire que la chasse au canard était beaucoup plus populaire qu'actuellement. Ici, le long du fleuve, là, il y avait des caches, des chasseurs à l'affût à peu près à tous les 50 mètres. Les distances pour ne pas se tirer entre eux autres. J'ai connu ça. C'est ça. Et puis, il y avait un chasseur de canards qui demeurait ici à Neuville. Et il voyait que dans la partie basse là, du territoire, ici, il y a une ancienne voie ferrée. Cette voie ferrée-là, au printemps, retenait un peu d'eau. Puis il s'est dit pourquoi il ne pourrait pas faire une digue avec ça, puis créer un habitat pour les canards. Fait qu'il a approché Canards Illimité. Canards Illimité est venu faire de l'expertise ici, ils ont regardé le territoire. Et malheureusement, ils se sont aperçus que la digue faite à partir de la voie ferrée ne sera pas étanche. Et ils ont vu qu'ici, en haut, sur le plateau du haut, le terrain était beaucoup plus glaiseux et était propice à la construction d'une digue et créer un marais artificiel. Fait que Canards Illimité a présenté le projet dans le cadre d'un programme national pour protéger l'habitat des oiseaux migrateurs qui était le plan nord-américain de gestion de la sauvagine.
OK. Ce plan-là était financé beaucoup par les contributions de chasseurs lorsqu'ils achètent des permis de chasse. Et c'est pour protéger des habitats d'oiseaux migrateurs ou d'en recréer en compensation pour des habitats qui ont été perdus. Fait que le projet de canard illimité était présenté au plan nord-américain, ça a été accepté. Et puis là, ils ont mandaté, parce que dans les partenaires du plan nord-américain, il y avait la Fondation de la faune, il y avait le ministère de Loisirs, Chasse et Pêche, il y avait aussi Environnement Canada. Et ils ont mandaté la Fondation d'acheter au nom du plan nord-américain. Fait que la Fondation a acheté les terrains de la raffinerie d'huile du Québec. C'est comme ça que vous êtes devenu propriétaire de Ben, l'ensemble. en fait, là, c'était la Fondation qui était propriétaire. Fondation. Ça s'est fait en 94, je pense. Et puis, après ça, Canard illimité a commencé la construction de la digue 94-95. Mais la mise en eau n'était pas faite encore. Et là, la Fondation de la faune ne voulait pas gérer des territoires. Eux autres, c'est vraiment aider la protection, mais sans avoir à gérer ce qu'ils achetaient ou protégeaient. Et ils sont allés en appel d'offres pour trouver un organisme qui prendrait en charge la gestion du territoire. Et la Provencher, on a fait une offre grâce à M. Rioux, qui était président, qui avait dans la tête d'essayer d'avoir un territoire. On a fait présenté une offre qui a été acceptée. Et on est devenu propriétaire en 1996. C'est l'année où la mise en eau du territoire a commencé. OK. Mais il faut dire qu'à l'époque, le territoire, c'était un petit peu pitoyable. Il y avait, vu que ça avait été en friche pendant des années, c'était pas très, très attrayant comme milieu. Les gens du coin s'étaient approprié le territoire pour se faire du 4 roues, la motoneige l'hiver. Et il y avait des rouillères partout. Il y a les chasseurs de canards descendaient avec des 4x4. Ça créait des rouillères épouvantables. Fait que c'était vraiment moche. Et en plus, il y avait à peu près une dizaine de chalets illégaux qui avaient été construits sur le bord du Saint-Laurent. Fait que les gens n'étaient pas propriétaires, puis ils s'étaient bâtis des chalets, il y avait des tondeuses à gazon, puis... Ça voyageait sur les sentiers plus ou moins... Ouais. Fait que au tout début, déjà les chalets avaient été enlevés, la Fondation de la faune avait un ordre d'éviction. Et nous, la première année, ça a été de commencer tranquillement à fermer le territoire avec des clôtures, de regarder un petit peu les points forts, les points faibles du territoire, ce qu'il y avait amélioré, les contraintes, par exemple, au niveau du sol, tout ça. Et tranquillement, on a eu 2 chantiers jeunesse au début pour créer des sentiers, créer le réseau de sentiers. Créer des infrastructures d'accès minimales avec une toilette, des tables à pique-nique, etc. Et la population de Neuville, elle, face à ce nouveau projet, comment ils ont réagi? Bien, en fait, les gens étaient favorables à l'aspect protection là, des milieux. Oui. Les gens qui faisaient du 4 roues, eux autres, c'est sûr qu'ils n'étaient pas trop contents. Mais en général, pour les gens du secteur ici qui demeuraient près, c'était avantageux, c'est qu'il y avait un territoire où ils pouvaient aller gratuitement, aller se promener en nature, avec les enfants, avec la famille. C'était devenu un grand parc pour les familles. Ouais. Par contre, il y a eu un dossier plus épineux, c'est que dans l'entente d'acquisition, on était tenu de conserver une activité de chasse sur le territoire, étant donné que c'était financé par les chasseurs, etc. Et puis, nous, on trouvait que c'était vraiment très près des habitations. On n'était pas trop chaud à ça. Fait qu'on a regardé ce qu'on pouvait faire et puis on a développé le concept, au lieu d'avoir une chasse au canard qui serait ouverte là, à tout le monde, c'est d'avoir 2 demi-journées de chasse pour les jeunes qui apprendraient, qui suivraient un cours d'apprenti chasseur. Des débutants, là, qui sont avec des personnes expérimentées. C'est ça.
Fait que on a eu l'Association des sauvagiers de la Grande Région de Québec comme partenaire. Eux autres étaient en train de monter justement un cours de formation. Fait que, ils donnaient le cours à Valcartier, mais il y avait les jeunes qui réussissaient le cours. Ils venaient faire leur première chasse ici avec un guide, un chasseur de l'association, qui lui ne chassait pas, il faisait juste orienter le jeune. Ça permettait aux jeunes de tirer sur leur premier coup de feu en nature, là, sur des proies vivantes. Ça, le projet a été présenté en assemblée ici aux gens de Neuville. On leur a présenté tous les avantages par rapport à laisser ça ouvert au complet. Et puis, par contre, on leur a montré la question de sécurité aussi, les plombs, à quelle distance ils retombent, etc., selon les conditions de vent. Donc, ça avait été accepté. Puis, c'est une activité qui n'a jamais entraîné beaucoup de contestations. Pas des gens de Neuville, là. On avait aussi dans notre entente une obligation de maintenir un comité consultatif sur lequel siégeaient des citoyens de Neuville, la ville de Neuville, il y avait un représentant de l'UPA, il y avait les clubs des ornithologues, et puis un représentant du plan nord-américain de gestion de la sauvagine. Et puis, à chaque année, eux autres faisaient des suggestions. En fait, l'amélioration, c'était surtout relié à l'accès, aux accès, l'améliorer les sentiers. Ça prend plusieurs années avant qu'un sentier montre vraiment son potentiel. Plusieurs de nos sentiers sont en milieu assez... des sols lourds. Fait que souvent, ça s'est creusé, ça devenait humide lors des périodes pluvieuses. Et là, on a entrepris un programme régulier pour améliorer la qualité des sentiers. Et aussi les questions des ponceaux. Les premières années, on a fait des ponceaux de bois qui étaient très jolis, ça donnait un beau coup d'œil. Mais après 10-15 ans, on voyait que ce serait toujours à renouveler. Fait que là, on s'est orienté vers des structures permanentes, là, des tuyaux recouverts avec géotextile puis empierrement. On a installé des tables à pique-nique pour les gens. Puis au départ, on avait installé plus de tables à pique-nique avec des belles clôtures de perches là, près du fleuve. Malheureusement, il y a eu le vandalisme. Et puis, à partir du moment où on avait eu beaucoup de vandalisme au départ, là, on s'est dit, on va essayer de mettre le moins d'infrastructures possible. On va se limiter à des bancs, quelques tables. On a eu le préau, là, un abri contre la pluie qui a été construit surtout pour permettre aux groupes scolaires de venir en toute sécurité là, quand il y a des risques de pluie. Et à part de ça, on n'a pas eu tellement d'autres demandes. Il y a eu des demandes comme tour d'observation, des choses comme ça, mais on a été prudent là-dessus. On n'est pas allé encore à ce niveau-là. C'est ça, je voulais vous parler aussi de la question des motoneiges. Comment on a réglé le problème des motoneiges l'hiver? C'est qu'on a pris une entente avec la ville de Neuville pour faire des sentiers de ski de fond. OK. À partir du moment où on a eu des sentiers de ski de fond puis de raquettes, ça a automatiquement fait sortir les motoneiges du secteur. Par une entente avec la ville, là, on a réglé un problème qui nous semblait au départ difficile à surmonter. Il faut aussi dire que, par exemple, par rapport au vandalisme, avec les années, ça a diminué parce que, d'une part, on a une plus grande fréquentation du public. Quand c'est fréquenté par le public, c'est plus embêtant pour les jeunes de venir faire du grabuge, là. Et l'autre chose aussi, c'est que le vandalisme, c'est cyclique, là. Ça dépend de l'âge des groupes de jeunes. Il y a des jeunes qui vont, par exemple, faire du vandalisme pendant 1 an ou 2, puis ils vont vieillir, ils vont s'assagir, puis ils vont être remplacés par une autre cohorte, des fois 4-5 ans plus tard.
Ça, on est obligé de vivre avec ça. Mais c'est de mettre le moins d'infrastructures possible. Mais quand on a notre brisé, c'est de les réparer tout de suite. Ça, c'est... La plupart des groupes de conservation ont appris ça. C'est qu'il ne faut pas laisser quelque chose briser longtemps parce que ça a l'air abandonné. Puis là, on dirait que ça incite les jeunes à briser. Le bénévolat, on l'a à plusieurs niveaux. On l'a pour l'entretien général du territoire, là, les sentiers, les ponceaux, les arbres tombés, etc. On l'a aussi pour des suivis fauniques. Par exemple, le suivi de nichoirs d'hirondelles, le suivi de nichoirs à canards. Aussi pour le contrôle d'une plante envahissante, là, qui est le phragmite ou le roseau commun. Et également, pour différentes activités éducatives. Là, souvent, il y a des jeunes qui viennent, surtout de niveau cégep ou universitaire, qui viennent nous aider à faire de l'animation. Ah oui, Ouais. c'est intéressant de voir qu'il ouais, y a une c'est- implication des jeunes. ouais. Et j'imagine qu'il y a aussi une sensibilisation à ce moment-là qui se fait. Bien, en fait, c'est ça qui est important, c'est que à partir du moment donné que tu t'impliques à un endroit, ça devient comme... tu deviens féodé à cet endroit-là. Là. Tu en prends soin. Il y a 2 ans, quand ils ont fait assécher le marais pour Oui. reconstruire la structure de contrôle de l'eau, ça a baissé l'eau. Puis là, il y a eu une invasion de grands hérons parce qu'évidemment, il y avait beaucoup de petits poissons qui étaient attrapés dans les petites pièces d'eau. Mais ce qui est plus important, c'est que quand ils font un assèchement comme ça, suivi d'une remise à l'eau, durant l'assèchement, il y a beaucoup de matière organique dans le fond d'un marais comme ça ici qui ne s'est pas décomposé à cause, par manque d'oxygène. OK. Parce que souvent, dans un marais comme ça, en surface, tu peux avoir saturation d'oxygène, mais au fond, tu peux avoir une absence d'oxygène. Mhm. Fait qu'en mettant à nu certains secteurs, ça a permis à l'oxygène, c'est-à-dire aux micro-organismes, d'être oxygénés puis de transformer la matière. Et dans les 3 années qui suivent, habituellement, là, il y a une boom de productivité. Et là, on voit encore une grosse hausse là, des populations d'oiseaux qui viennent utiliser le marais. Vous avez relevé une cinquantaine de sortes de libellules ici. Oui, ça a été étudié par un spécialiste des libellules. Et j'étais venu le voir travailler une fois, puis c'est assez comique parce qu'il m'expliquait que... Je me demandais comment il faisait pour capturer ça. Tu sais, ça va tellement vite. Il dit, tu peux pas prendre ça d'avance. Ça s'en vient vers toi, là. Par en avant, c'est impossible. Il faut que tu la captures par en arrière. OK. Sans ça, elle va contourner. C'est ça, exactement. C'est tellement rapide. Et lui, ils ont fait l'inventaire, puis il y a des libellules qui vont naître dans le marais même, là. Mais la plupart, c'est dans les petits étangs temporaires qui est autour du marais. Des petits étangs qui sont soit permanents, soit semi-permanents. Et parmi ces espèces-là, il y en a qui sont, je pense qu'il y en a au moins 2 qui sont migratrices. Ça, je ne savais pas non plus, c'est qu'il y a des libellules qui migrent vers le sud, comme le font les papillons monarques. Là. Plus il y a de spécialistes de différents domaines qui peuvent venir étudier ici, plus on va en apprendre là, sur la richesse du territoire. Tu as présentement une libellule sur ton épaule. Un couple de libellules. Ah oui, bon, ben, je vais avoir aidé à la reproduction, à la survie d'une espèce. On a, depuis
l'an passé une entente avec la ville de Neuville aussi. On leur a cédé une partie du territoire à l'accès pour la création d'un poste d'accueil qui va être un poste d'accueil plus facile pour le public, pour avoir de l'information, puis aussi pour avoir des toilettes, par exemple. Des services, des un services, peu plus... c'est ça. Et après ça, on a toujours certains aménagements fauniques là, qu'on aimerait faire. On pense peut-être à des aménagements, par exemple, pour l'hirondelle à front blanc, une hirondelle dont les populations se sont affaissées dans les dernières années. Et après ça, c'est beaucoup axé sur comment permettre aux gens qui visitent d'avoir le plus de plaisir à venir ici, d'informations sur la faune. On a, par exemple, il y a 3-4 ans, depuis 3-4 ans, on a un balado découverte. Là, les gens peuvent télécharger le balado et puis, selon les saisons, avoir un aperçu de la faune et de la flore du territoire. Les grosses problématiques qu'on a, c'est les espèces envahissantes comme le phragmite, le roseau commun. On va avoir aussi une transformation importante de nos forêts ici, parce qu'on a énormément de frênes. Avec l'arrivée de la grille du frêne, là, on a peut-être pas loin de 30-40 des arbres qui peuvent mourir dans les prochaines années. Ça va se faire graduellement. On ne sait pas par quoi ils vont être remplacés. Là. Il y a beaucoup de mélèzes en milieu assez humide, là, parce que le frêne aime beaucoup les sols assez lourds. Aussi, on a l'envahissement un peu par l'érable de Norvège qui s'échappe des quartiers voisins et puis qui, tranquillement, vient prendre la place d'érable à sucre. C'est des problématiques là, qui vont être analysées dans le cadre d'un plan de gestion. On a un plan de conservation du territoire qui est en révision actuellement. Puis c'est des problématiques qui vont être regardées. Il y a une autre problématique reliée aussi aux espèces exotiques, c'est le relâchement d'espèces qui sont en captivité, là, que les gens, par exemple, la tortue à oreille rouge. Okay. Souvent, les gens vont acheter la tortue à oreille rouge dans une animalerie, puis la tortue va avoir 3-4 pouces de long. Ils mettent ça dans un petit aquarium. Puis à un moment donné, ils s'aperçoivent que la tortue est rendue la grandeur de l'aquarium. Là, ils cherchent une place pour s'en débarrasser. Mais ils voient des milieux naturels comme ça. Ils disent la tortue va être bien là-bas. Sauf que cette tortue-là présente des risques d'implantation et éventuellement d'être une compétitrice pour des espèces comme la tortue peinte ou la tortue géographique. Ça peut être aussi des poissons rouges, par exemple, quelqu'un viendrait porter des poissons rouges. Le chevreuil est présent ici aussi, hein? Oui, le chevreuil est très présent depuis peut-être 10-12 ans. Au début, c'était très peu. Et puis, ça s'est devenu pratiquement très abondant. Là, il y a des groupes, des fois, de 30-40 chevreuils qui ont été aperçus en même temps le matin ici. Ça a amené un stress énorme sur la végétation. J'imagine. Oui, surtout sur le tuya, le cèdre. Là. Fait que la plupart des cèdres maintenant sont taillés. Sont taillés du bas. Mais ça semble quand même assez stable. On ne peut pas dire que ça devient une problématique majeure. L'eau provient est apportée par le ruisseau des Roches ou encore par les pluies, les précipitations, la neige l'hiver. Le fond du marais n'est pas plat au niveau. Là, il est légèrement en pente vers le sud puis vers l'est. De sorte qu'il y a plus d'eau à la partie est du marais qu'à la partie ouest. Donc, dans la partie ouest, là, c'est sûr qu'on va voir plus d'espèces émergentes comme les quenouilles, par exemple. Et évidemment, avec le vieillissement d'un marais, tous les marais vieillissent. Tranquillement, la quenouille va prendre l'importance et puis va se déplacer vers l'est. Mais il va toujours rester assez d'eau pour avoir une bonne population de canards aussi. Pour au moins 25-50 ans, certains. S'il y avait à agir
au niveau d'aménagement, par exemple, plus important, là, par exemple, essayer de soit de faire du creusage ou des opérations comme ça, là, ça devient extrêmement délicat. Il faut faire appel à des spécialistes pour voir, parce qu'il y a tous les impacts sur les autres espèces qui utilisent ces milieux-là. Les oiseaux, c'est important, mais aussi on a une grosse population de remusqués. Dans le marais, il y a une population de poissons aussi. Il y a des amphibiens. Donc, toutes ces espèces-là ont leur particularité en termes de besoins pour la reproduction, pour l'élevage, soit la croissance des jeunes, etc. Il faut vraiment analyser tout ça avant de faire une intervention. Actuellement, j'ai quitté le conseil d'administration, ça faisait au-dessus de 25 ans, puis là, j'ai dit qu'il faut qu'il y ait des jeunes qui s'impliquent davantage. Par contre, mon implication, c'est surtout au niveau conseil, parce que je connais vraiment l'historique. L'expérience C'est ça. Ça ne se remplace pas, ça. Non, c'est sûr. Et aussi, je m'occupe un peu du suivi des nichoirs d'hirondelles. Ça, c'est un dossier que j'ai commencé il y a longtemps avec une autre bénévole. C'est passionnant.